Moi aussi, de temps en temps, j'aime bien lire une histoire d'amour. J'ai pas dit une romance, j'ai dit une histoire d'amour. Donc quand cette envie a refait surface il y a quelques mois, j'ai remis le nez dans cette liste des grandes histoires d'amour de la littérature, hein, celles dont on a tous entendu parler, et parmi elles, il y avait les Hauts de Hurlevent. Alors je me suis lancée avec confiance et enthousiasme. Je me disais que 200 ans de lecteurs étaient passés avant moi et que voilà, on était sur une valeur sûre, j'étais hyper contente. Et quelle ne fut pas ma surprise? Voilà, c'est ce que je vais essayer de vous exprimer aujourd'hui pour mettre fin à ce mensonge, parce qu'il y a un mensonge. Franchement, c'était une aventure. Alors pour bien comprendre le choc qui a été le mien, il faut partir aussi des attentes que j'avais et qui sont, je crois, relativement partagées. Alors, je vous l'ai dit, je ne savais de ce roman que ce qu'on entend partout. C'est-à-dire une histoire passionnée entre deux êtres, pas celle qui fait fuir, mais celle qui fait rêver, quoi. Un truc un peu sexy, un peu beau, qui soit aussi sauvage que la lande, hein. Non mais sérieusement, moi j'avais cru comprendre qu'il y avait une importance du paysage, cette espèce de lande désolée dans toute son hostilité. Et puis, en plus de ça, un souffle romanesque avec une vengeance terrible. Le tout ayant été écrit par une autrice qui est morte à 30 ans de la tuberculose ou quelque chose comme ça, et qui a toujours vécu dans son trou à la campagne, n'a pas croisé grand monde, et qui pourtant a écrit sur des choses, voilà, d'une grande puissance. Donc ça, c'était mes attentes et mes a priori, que je crois légitimes, hein, parce que véhiculés par 2 siècles de discours allant dans ce sens. Et à cela, s'est ajoutée la bande-annonce et l'affiche de la nouvelle adaptation là qui sort en février 2026, qui elles aussi vont dans le sens des informations que j'avais, même si ça a l'air d'être une version bien kitschou. Bref, ça c'était l'aura de départ, tout ce qu'on m'en avait dit, tout ce que j'imaginais. Maintenant, je vais vous parler de la réalité de ma lecture. Je pense qu'on peut résumer ça ainsi. Les Hauts de Hurlevent auraient pu s'appeler Bienvenue au pays de la névrose. Alors, peut-être avant toute chose, de quoi parlent les Hauts de Hurlevent? Mr. Lockwood décide de quitter la ville pour résider à la campagne. La météo l'oblige à demeurer chez le propriétaire de son futur logement, Mr. Heathcliff. Celui-ci est un homme violent et bourru qui intrigue notre personnage, tout comme les différents habitants de la maison, tous sombres et hostiles. De retour au domaine qu'il est censé habiter, Mr. Lockwood demande à la gouvernante des lieux, Nelly Dean, de lui raconter l'histoire de cette étrange famille pour laquelle elle travaille depuis des décennies. C'est donc l'occasion d'un retour dans le passé pour découvrir les amours torturés de Heathcliff et Catherine. Je vous propose qu'on commence par l'histoire d'amour, parce que c'est pour ça que j'étais là, et je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, booster et partager la vidéo. Alors on n'est pas sur un couple emblématique et glamour, c'est clair. On est plus sur quelque chose d'un peu dysfonctionnel et crasseux. Voilà, c'est clair que c'est pas Titus et Bérénice. Là, ça m'a plutôt provoqué des images de couple type Amérique profonde, caravane, lui alcoolique et violent, elle toujours en train de crier. Vous savez, cette espèce de couple profondément dysfonctionnel qui a l'air de se faire des scènes en permanence, et on se dit mais pourquoi est-ce qu'ils continuent de se parler en fait? Pourquoi est-ce qu'ils restent ensemble? Donc on est sur un truc un peu glauque, avec de la violence, lui c'est une brute, elle est complètement hystérique, ce qui donne, ouais c'est ça, des scènes d'hystérie en solo ou collective en permanence. C'est franchement fatigant. C'est usant. C'est usant comme roman. Et puis ça dure longtemps parce que la mère et la fille partagent des tares communes, et donc on y a droit un peu 2 fois, quoi. Même s'il y a des variations, faut quand même s'accrocher. Voilà, on n'est pas sur des amants qui font rêver ou qui sont sympathiques, ils sont dans leur délire, une petite spirale d'autodestruction, et puis on emporte tout le monde avec soi parce que, de toute façon, tout tourne autour de soi, évidemment. Donc on enchaîne des scènes de psychodrame avec de longs dialogues sur leurs pseudo-états d'âme passionnés et autres caprices. Au secours. Franchement, c'est ce que j'avais envie de crier, c'était dur. Après, à leur décharge, ils ont manifestement des problèmes psychiatriques, ce qui n'est pas un problème en soi, mais c'était pas ce que j'étais venue lire. Étant quelqu'un de rationnel, j'ai vraiment souffert. Enfin, imaginez-vous, ils font n'importe quoi pour des raisons nulles, avec des conséquences désastreuses pour tout le monde. Moi, j'en suis venue à me réjouir quand l'un des 2 amants meurt enfin. C'est pas un spoil, hein, c'est dit dès le début. Mais la libération, quoi. Enfin, enfin, le silence. Bon, il se trouve que pas tout à fait, mais au moins il y a eu un temps de respiration. Donc je me suis rapidement aperçue quand même que pour l'histoire d'amour, c'était râpé.
hein, et qu'il y avait finalement un mensonge, non pas du livre qui lui annonce rapidement la couleur, mais un mensonge collectif, une croyance populaire répandue à tort, et dont j'étais la victime. Et qui est assez étonnant parce que quand on lit le livre, on se demande bien où les gens ont pu aller chercher un truc pareil. Alors j'ai jamais vu d'adaptation de ce livre, mais au vu des bandes annonces, je pense que ce mensonge vient probablement du cinéma. Si vous en avez vu, dites-moi en commentaire si vous validez cette théorie. Pour me sortir du désespoir violent qui commençait à me gagner, j'ai dû me raccrocher à l'idée qu'il allait y avoir une histoire de vengeance et que celle-ci serait sûrement bien plus intéressante. Eh ben non, pas tellement plus. L'acteur de la vengeance en question, c'est Heathcliff. Là encore, c'est pas un spoil, c'est dit tôt dans le roman. Et on le voit faire des choix nuisibles. Mais en fait, on le voit pas manigancer, on n'est pas dans ses plans, il fait juste ses petits trucs comme ça au loin, et ça a des conséquences néfastes. Mais ce qui est sympa quand on lit un récit de vengeance, je trouve ce qui est agréable, c'est justement d'être dans les plans. Mais au fond, c'est pas grave. Ce qui est pire, c'est qu'on a l'impression que le gars, il a même pas à se fouler. Il se contente de faire le minimum et de saisir les occasions que les autres lui tendent. Alors que pour moi, un bon récit de vengeance, c'est quand c'est fait sur le temps long. Par exemple, le comte de Monte Cristo. Ou alors, quand on sent qu'il y a une lutte intérieure et que la vengeance se fait malgré le personnage qui l'est déchiré. Je pense évidemment à Hernani, que je vous recommande fortement. Mais là, franchement, c'était un peu tristoun. Et en plus, la fin, on peut pas dire qu'elle ait vraiment pimenté le tout. Après, je pense que j'aurais mieux vécu ces déceptions si le paysage avait été au rendez-vous, si j'avais eu ma dose de lande désolée et hostile. Surtout que j'adore la poésie d'Émilie Brontë, je sais à quel point elle connaît ce paysage et à quel point elle est capable de lui donner une portée mythique, lyrique et tragique. Sauf que dans ce roman, il n'est que très peu présent, les personnages sont surtout en intérieur, et donc le paysage transparaît à travers des descriptions topographiques ou météorologiques. Il y a du vent, il neige, la colline, la vallée. Alors vous allez me dire, oui, mais il est là de manière subtile donc, certes. Mais moi j'avais envie de franches descriptions, j'avais envie de voir la lande et ses tumultes. Écoutez, c'est la vie, parfois en tant que lecteur, on est victime de la réputation abusive d'un livre, c'est comme ça. Mais à mon avis, celui qui en pâtit le plus ici, c'est sûrement le roman. Parce que cette réputation a créé des attentes malvenues, décalées, qui ne pouvaient créer que de la frustration et de la déception, à moins bien sûr d'arriver à reparamétrer son cerveau en cours de lecture, ce que j'ai manifestement pas réussi à faire. Ça a créé un biais dans mon esprit de lectrice qui m'a partiellement empêché de voir le roman tel qu'il était. Parce qu'après réflexion, en prenant du recul, je comprends bien comment et pourquoi ce roman a pu marquer la postérité. On est quand même sur un objet littéraire étonnant. Hein, c'est un roman bizarre, violent, dans les sentiments comme dans les actes, et tout ça tranche nettement avec le reste de la production littéraire de cette époque victorienne et de ses conventions. Après, je pense que ce roman fascine d'autant plus qu'il a été écrit par une jeune femme qui avait toujours vécu donc dans sa cambrousse, dans son presbytère, et qui n'avait donc pas connu de tels élans amoureux. Et pas mal de gens ont pu s'étonner qu'une telle histoire ait germé dans son esprit. Si vous voulez, c'est un peu le triomphe de l'écrivain n'a pas besoin d'expérimenter, il connaît profondément l'humanité dans tous ses travers, toutes ses émotions, tous ses états d'âme. En plus, elle faisait partie d'une fratrie de gens brillants littérairement. Donc voilà, je pense que la légende familiale s'ajoute encore à la surprise du roman tel qu'il est. Si on sort de la réaction épidermique, on voit bien que le livre en lui-même est maîtrisé. Il y a donc cette construction symétrique avec des effets de parallèle et de variation, et puis cette structure narrative de récits enchâssés avec des narrateurs qui ont tous leur subjectivité. Et justement, comme tous les événements sont racontés de l'extérieur, de façon subjective par des personnages secondaires, on n'a pas de réponse sur les intentions et les pensées des personnages principaux, ce qui les rend tout à fait propices aux interrogations et aux théories. Le lecteur peut exister dans le roman et se faire sa version, sans aller, toutefois, jusqu'à la belle histoire d'amour, s'il vous plaît. Et je pense d'ailleurs qu'il y a pas mal de lecteurs qui ont dû lire ce roman à l'adolescence, puis le relire adulte et se rendre compte en fait de la violence et de l'horreur qui le peuple, et qui n'était pas dans leurs souvenirs d'origine. Donc mon conseil, si vous avez adoré ce roman quand vous étiez ado et que vous vous disiez que c'était une belle histoire d'amour, relisez-le. Donc la conclusion de tout ça, c'est que j'ai douillé, ça c'est sûr, mais que je relirai Les Hauts de Hurlevent. Car maintenant que je sais de quoi il retourne, à quoi ressemble le roman, j'espère parvenir à une lecture qui lui rende davantage justice. Non pas que la première ait été fausse, mais la première est une réaction à des attentes qui étaient malvenues. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas souffrir la deuxième fois autant que la première, mais au moins,
je serai capable de voir autre chose. Mon objectif, c'est d'arriver à voir derrière l'hystérie le sublime de la folie. Ah, il y a de l'enjeu, hein. Mais ça, ce sera donc pour une prochaine aventure. J'espère que cette vidéo vous aura été utile d'une façon ou d'une autre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la booster, la partager, à vous abonner à la chaîne. Dites-moi également en commentaire si vous l'avez lu, comment ça s'est passé pour vous. J'ai hâte de vous lire, je vous souhaite de bonnes tribulations, à bientôt.